long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Cette semaine, on va sortir un petit peu le nez de la Coupe du Monde. Vous savez qu'on avait forcément la tête en plein dedans entre l'échec de l'équipe de France, les surprises un petit peu du tournoi. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter le CQFR de ce matin, de lundi matin, si vous ne l'avez pas écouté. Chai et Antoine ont fait un gros point sur tout ce qu'il fallait retenir des qualifications pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Pour cet épisode, on a voulu repartir un petit peu, mettre la tête dans la NBA, anticiper beaucoup. On est encore loin de la reprise du championnat, mais il y a pourtant déjà des questions qui nous interrogent, qui gardent Chai et Antoine éveillés la nuit, et on a eu envie de se poser ces questions-là avec un petit peu d'anticipation, un petit peu d'avance, voir quelles sont les questions qui nous titillent du côté de la NBA. Chai et Antoine, je sais que vous avez la tête dans la Coupe du Monde, forcément. Je sais aussi que vous gardez forcément, bien entendu, un œil sur ce qui se passe en NBA. Donc, le sujet est lancé. Antoine, j'ai l'impression que toi, tu avais quand même pas mal de questions en attente, en suspens. Donc, j'ai envie de te céder la parole pour commencer. Donc, un mec qui se questionne, Antoine, il est toujours dans le questionnement comme ça. Ouais, c'est clair. C'est un peu le philosophe de la rédaction, on va pas se mentir. Avec des questionnements qui vont... Non, j'ai donné des exemples, mais ça, je les garderai pour une let's session plus tard. Sinon, YouTube va nous sauter notre créneau. Antoine, bref, je te cède la parole pour nous lancer sur un sujet. Mais j'ai juste préparé des questions, j'y ai pas réfléchi. T'as pas les réponses, quoi. Moi, j'en ai une, un peu liée à la Coupe du Monde. Je vais prendre un joueur qui est présent à la Coupe du Monde. Je vais commencer sur un joueur. Une question que je vois, en fait, cette question, je me la pose parce que sur Twitter, j'arrive à avoir une partie je fais du teasing pour ma question, une partie du public qui est très pessimiste sur ce joueur, une autre qui est très optimiste. Je vois rarement un juste milieu. Du coup, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que Austin Reeves est surcoté ou sous-coté? Ça, c'est une bonne question. Dans les commentaires, vous êtes plusieurs à nous avoir dit qu'on surcotait Austin Reeves de fou, qu'on était à côté de la plaque. C'est une très bonne question parce qu'en fait, il est pile dans cette fenêtre, justement, où il y a beaucoup de risques. Parce que late bloomer, qui a eu sa chance un petit peu sur le tard, entre guillemets, parce que c'est pas un tout jeune joueur, qui a beaucoup montré quand même durant les derniers playoffs. Moi, j'adore le joueur, j'adore ce qu'il a apporté du côté des Lakers et ce qu'il apporte du côté de Team USA. Je sais pas en fait s'il est encore vraiment sous-coté. J'ai l'impression que maintenant quand même les gens ont réalisé quel joueur c'était, du moins je pense que ce qu'il a montré en playoff est suffisamment sérieux pour que ça soit pas simplement un feu de paille et qu'il y a un vrai joueur. C'est un vrai joueur, Austin Reeves. Je sais pas s'il est surcoté par contre. Peut-être que nous on en a beaucoup fait autour de lui. Moi je pense que c'est un vrai joueur d'impact qui va être l'un des éléments majeurs des performances des Lakers cette année. J'ai l'impression que je sais pas si je réponds à ta question du coup, Antoine, j'ai un peu botté en touche. Non, mais de toute façon, là, c'est une question un peu sans réponse parce que surcoté, sous-coté, tout dépend évidemment déjà de la perception que les gens puissent avoir d'Austin Reeves. Après, je sais pas ce que toi, Chai, ça dépend si on parle du public philippin ou pas, parce que le public philippin le surcote peut-être un petit peu en l'accueillant comme Michael Jordan à chaque fois c'est la superstar là-bas. Après, je pense que pour l'instant, il est correctement coté, c'est-à-dire que si on prend la moyenne des gens, je pense que maintenant tout le monde a réalisé que c'était pas un feu de paille. Mais la vérité, ça va être dans quelques mois. C'est-à-dire que s'il est capable de réitérer ce qu'il a fait avec les Lakers en saison régulière aussi, puisqu'on parle des playoffs, mais en saison régulière, il avait été très bon. C'est là, la vérité, elle va être maintenant, avec ce nouveau contrat, donc une pression différente, une popularité différente, ça pue l'effet de surprise. Je pense que la vraie réponse à ta question, on pourra la donner dans quelques mois, peut-être même rapidement dans la saison. Hein. Si c'est compliqué pour lui, qu'on voit qu'il n'est pas capable d'être le vrai numéro 3 de l'équipe offensivement à la création du jeu et tout ça, là on pourra peut-être émettre l'hypothèse selon laquelle il est surcoté, mais pour l'instant je pense que il a été en finale de conférence comme avec les Lakers. C'est-à-dire, vous savez à quel point j'ai adoré la Linsanity et ce que ça représentait pour New York et tout ça, mais ça a passé un tour et après lui a été blessé et c'était fini. Là on parle de quelqu'un qui a été majeur pour une équipe qui est allée en finale de conférence et qui est très bon avec Team USA pour l'instant. En tout cas il a pas l'air d'être un intrus dans cet effectif. Je pense que pour l'instant, il est
correctement coté et qu'il n'a pas volé son contrat. Voilà. Moi, je vais presque pas répondre à ma propre question. Je trouve que c'est très fort joueur, comme vous l'avez tous les deux dit, qui a déjà pas mal prouvé. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que je pense qu'il a en fait encore une marge de progression significative. Déjà, j'ai l'impression, en fait, je sais pas si ça va correspondre à sous-côté, mais je trouve que ses qualités ne sont pas complètement appréciées. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment, il y a eu le cliché de c'est un joueur blanc sorti de nulle part, donc il doit savoir shooter. C'est bon, j'ai l'impression quand même que ça y est, on a passé ce cap. Il y a quand même des gens qui se rendent compte que oui, ok, il sait shooter, mais c'est pas sa qualité première. Mais j'ai l'impression que, par exemple, ses qualités athlétiques sont encore sous-cotées. C'est un vrai mec. En fait, il a là de la vélocité, il a une forme d'explosivité. Il va pas dunker comme Ja Morant, mais c'est un vrai bon driver. Je trouve que ça, par exemple, cette qualité-là chez lui est peut-être pas encore pleinement. Je pense que le public au sens large ne se rend pas encore pleinement compte que Austin Reeves est vraiment un joueur très très fort sur ça. James Harden, ça a été une de ses forces pendant des années de pouvoir shooter 10 lancers francs par match. J'ai l'impression qu'Austin Reeves, il est parti pour faire 5 ou 6 saisons de suite où il va shooter 8 à 10 lancers francs par match. Surtout, plus il devient une star, plus il est populaire, plus il aura le respect des arbitres. Il y a ça et j'ai l'impression qu'autour, il y a une vraie marge de progression quand même. Qualité de passe, compréhension du jeu, playmaking, son adresse, parce que voilà, on a vu comme un shooter, mais je pense qu'il peut devenir un meilleur shooter encore que ça, notamment en sortie de dribble. Enfin bref, tout ça pour dire, j'ai quand même l'impression que les Lakers sont un vrai All-Star en puissance en fait. Je le mettrai pas encore à ce niveau-là. Attention, sinon ça rentrerait presque dans la qualité sous-côté, dans la catégorie sous-côté, mais je pense qu'il est pas si loin en fait. Bah, en tout cas, c'est ce que disait son coach cette année là, que c'était que lui prêtait un potentiel de All-Star. Je pense que vraiment la question en fait, elle se situe là, peut-être pour Austin Reeves, c'est effectivement est-ce qu'il est proche du joueur abouti qui va être, ou est-ce qu'il a une vraie grande marge de progression. Je pense que c'est ça la question. Je suis sûr qu'il peut progresser, ça j'en suis sûr et certain. Je pense que c'est déjà un joueur d'impact. Par contre, c'est vrai que moi j'ai du mal quand même à être certain, du moins persuadé, qu'il puisse vraiment se hisser au niveau d'un All-Star. C'est quand même une autre catégorie de joueurs complètement. Par contre, je te rejoins sur le fait que je pense qu'on n'apprécie pas encore l'étendue de ses qualités. Moi, ce que j'aime beaucoup en fait dans sa capacité à attaquer le cercle, c'est le contrôle. Je sais que, enfin, je trouve tu sens que il part pas avec une idée préconçue de ce qu'il veut faire. Il attaque le cercle parce que c'est une de ses vraies qualités, c'est celle d'attaquer le cercle. Mais derrière, il ouvre toutes ses options en fait. Et il peut finir, il l'a prouvé à multiples reprises, mais il peut aussi créer pour d'autres, comme il l'a fait avec les Lakers ou comme il l'a fait même là avec Team USA plusieurs fois. On le voit driver, créer un décalage, servir le mec qui se démarque. Moi, c'est ça, je trouve, sa meilleure, sa plus grande qualité en fait. C'est au-delà de ses qualités athlétiques et ses qualités défensives aussi, c'est qu'offensivement, c'est un créateur. Pour lui et pour les autres, c'est parfaitement ce qu'il fallait aux Lakers. Et alors, on peut en tirer ce qu'on veut, quoi. Mais je le répète, on en avait parlé pendant les podcasts durant les derniers playoffs. Moi, c'est la première fois que je voyais LeBron se mettre de côté pour laisser un autre playmaker prendre la place et prendre le leadership là-dessus, et ensuite pouvoir... Alors c'est aussi lié forcément au stade de la carrière, enfin au stade auquel LeBron en est dans sa carrière, mais même si on se rappelle un peu avec quand il jouait Il l'a avec pas Kyrie, fait avec Westbrook. et même avec Kyrie, en fait, Ouais. il le faisait pas vraiment comme ça. C'était un petit peu plus à tour de rôle, mais c'était pas, il se mettait pas dans ce rôle un petit peu de facilitateur, de juste se mettre au service de l'équipe et de se montrer quand il fallait. Donc moi, je trouve que c'est une donnée quand même qui est intéressante et qui est importante pour juger de la qualité de ce joueur, quoi. Moi, celle dont on n'a pas parlé de qualité et celle qui m'a peut-être le plus surpris, c'était ce sang-froid et cette volonté de prendre, d'accepter de prendre les shoots difficiles en fin de match. Et puis voilà, il est tout en étant théâtral, en jouant avec le public. Enfin, il n'avait pas peur. Tu sais, ce côté, voilà. Et il a un côté où il est en recherche de cette lumière. Il n'a pas peur, il la fuit pas, alors qu'il joue avec LeBron James, Anthony Davis dans la franchise la plus médiatique et médiatisée. Il a ce côté, je suis là et je suis pas là par hasard. Et je suis curieux de voir s'il va continuer comme ça, parce que la pression est tout autre maintenant. L'insouciance n'est pas facile à conserver. Quand tu es joueur NBA, que tu as explosé sur le devant de la scène, maintenant tout le monde t'attend. Tout le monde l'aura vu, enfin tout le monde peut-être pas, mais beaucoup de gens l'auront vu aussi avec Team USA. Tout le monde sait maintenant qu'il a un contrat plus élevé, même s'il est un tout petit peu moins élevé que ce qu'on avait pu entendre par ailleurs. C'est pas impossible qu'on se dise après, ils ont fait une affaire et il valait plus que ça en fait. Je pense vraiment que là, c'est un peu tôt pour dire il est surcoté, sous-coté. Mais dans 2 ou 3 mois après le début de la saison, je pense, je pourrais te donner une réponse plus claire, je pense.
Yes. Ça me va effectivement. C'est vrai que son nouveau contrat, je pense que ça met pas non plus une pression de malade. C'est pas un contrat fou du tout pour le joueur qu'il est. Je pense quand même qu'il a plus de chances finalement de surprendre agréablement que de décevoir. Je suis d'accord. Allez, Ouais, Shai, lui aussi. toi, t'avais une question de ton côté? Oui, j'en ai noté quelques-unes. Je vais commencer. On va continuer sur ce côté passerelle avec la Coupe du Monde. Je me suis demandé si, avec son niveau de l'an dernier, qui était déjà très élevé, et avec ce qu'il montre là en ce moment à la Coupe du Monde 2023, où je pense qu'il est pas loin d'être le meilleur joueur du tournoi ou l'un des 2 ou 3 meilleurs joueurs du tournoi, est-ce que Shai Gilgeous-Alexander peut pas déjà faire une saison MVP et faire d'OKC un très gros outsider dans la conférence Ouest, voire plus? Voilà. Allez, Antoine, je te laisse donner ton avis. Faire une saison de MVP, bah oui, je pense qu'en fait, je pense que là, on est voilà, c'est le début de l'avènement c'est le début de la montée en puissance, pardon, de Shai Gilgeous-Alexander. Je pense que il y a la saison à venir sera peut-être statistiquement moins forte en termes de points par match, mais peut-être lui en termes de niveau de jeu plus élevé que ce qu'il l'a été l'an dernier. Après, par contre, la course au MVP, ça dépend toujours un peu du bilan. Est-ce que le Thunder aura un bilan assez élevé pour que Shai prétende vraiment au MVP? C'est pour ça que je liais la question de la compétitivité avec. Voilà. C'est une bonne question. J'ai l'impression que le Thunder, je suis toujours partisan il faut une étape où tu te casses un peu la figure avant d'être tout de suite. Mais l'un n'empêche pas l'autre, en fait, parce que le Thunder peut très bien finir dans le top 4 de la conférence Ouest, par exemple. Ça me semble pas impossible. Je n'ai pas fait encore mon classement virtuel dans ma tête, mais si tout clique, tu peux te dire que le Thunder va finir haut. Par contre, après, je dévie un peu la question. Si on parle de titre, par exemple, je pense que le Thunder va devoir d'abord passer par une sortie de route, je sais pas, en demi-finale de conférence ou au premier tour des playoffs. Mais voilà, pour moi, il y aura quand même une espèce de graduation avant que tu puisses vraiment prétendre au titre. Mais c'est vrai qu'avec la progression de Shea, celle de Josh Giddey, l'arrivée d'Holmgren, celle de Jalen Williams, les autres jeunes qu'il y a dans l'effectif, j'ai l'impression que tu peux faire une vraie belle saison à 50 victoires. J'arrive à avoir une saison proche de celle faite par les Cavaliers, par exemple, l'année dernière. Les Cavaliers qui terminent quoi, 4e, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est 4e. Tu vois, Donovan Mitchell, à un moment, il est cité dans la course au MVP. J'ai l'impression que Gilgeous-Alexander, c'est quand même franchement un cran au-dessus. Il y a moyen qu'il soit longtemps dans la discussion, tu vois, genre dans ce qui est quand on fera des MVP race. Voilà, peut-être au début, si OKC commence fort, il sera premier. À un moment, ça descend 3, 4e place. Tu as d'autres mecs qui s'imposent. Mais bon, tu finis dans le top 5 du vote à la fin de la saison. Ça, par exemple, ça pourrait. Il a fini combienième du vote pour le MVP? 5e. 5e avec très peu de points, quand même 46 points, nettement derrière le 4e qui était Jason Tatum. Mais... je serais pas surpris que soit il monte d'un rang, soit il termine. Ouais, allez, il monte d'un rang. Il finit 4e de cette course au MVP. Mais donc, du coup, ça veut dire que tu as fait quand même une saison absolument exceptionnelle et que tu es dans le premier 5 de la Faut rappeler ses stats. Ses stats de l'année dernière, moi, je les trouve folles. Surtout avec son style de jeu, tu vois. Mais 31,4 points, 5,5 passes, 4,8 rebonds. Il a shooté à 51%. Il est extrêmement efficace. Voilà. Est-ce qu'il peut faire mieux que ça? C'est vraiment une question que je me pose parce que voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Là, le voir jouer comme ça avec le Canada, ce côté leadership calme dont on parlait ce matin dans le CQFR, je me suis demandé ce matin, je me suis dit, c'est peut-être parce que j'ai envie aussi qu'OKC progresse vite et soit compétitif vite parce que j'aime bien ce qu'ils ont fait récemment et que j'aime bien Shai Gilgeous-Alexander, mais je me demande s'il est déjà prêt à les emmener loin. Allez, juste vite fait Théo, juste pour ma conclusion de ma réponse du coup, c'est juste de dire que cette année, Shai Gilgeous-Alexander, il sera considéré à la fin du top 10 des meilleurs joueurs de la Ligue. Dans le top 10, tu dis ? Dans le top 10, en fin de top 10 des meilleurs joueurs de la Ligue. Voilà comment je le tourne, ma réponse. Il a fini dans quel 5 ? Il était dans le... Il était dans le premier 5. Donc il a déjà... Ouais, mais bon... Tu veux dire la considération globale dans la perception des gens? Voilà, dans la perception des gens, si on faisait un top 10, il y a peut-être des gens qui le mettent déjà d'ailleurs, mais je pense que moi, il serait à la fin de mon top 10 des meilleurs joueurs. Là, d'ici quelques mois, si tu me demandes les 10 meilleurs joueurs de la Ligue, je mettrais Gilgeous-Alexander dedans, par exemple. Ok. Non, mais c'est vraiment une question intéressante, parce que moi, j'aime beaucoup l'équipe d'OKC, j'aime beaucoup Shai. J'ai du mal à savoir quand même si... En fait, j'ai du mal à lui prêter le potentiel vraiment d'un MVP. C'est-à-dire que être dans la course et
pouvoir être MVP, j'ai l'impression que il y a 2 ligues différentes quasiment. Je veux dire, Ouais. je vais pas lui faire injure, mais Tony Parker a déjà fini dans un top 5 pour le vote de MVP. Je pense pas qu'il y a un moment vraiment où en regardant, tu regardais toutes les équipes, tous les joueurs, et tu te disais, bon, c'est Tony Parker le meilleur joueur de la ligue. Joachim Noah aussi, d'ailleurs. Joachim Noah Voilà, aussi, exactement. Donc, et je retire rien à ces 2 joueurs. Hein. C'est pas du tout ça. Donc, qu'il soit dans la discussion, qu'il soit voilà, comme 5e, 4e, c'est possible, effectivement. Mais pour qu'il se hisse vraiment parmi des joueurs qui peuvent vraiment toucher ce trophée, j'ai l'impression qu'il faudrait au moins qu'il puisse répliquer une saison comme l'année dernière, qui est une saison exceptionnelle, je suis d'accord. Et j'ai du mal à savoir si finalement, dans les performances de Shai, il n'y a pas eu aussi un petit peu l'effet de surprise d'OKC que personne n'attendait vraiment à ce niveau l'an dernier. Je ne vais pas dire qu'il était sous-coté, je ne vais pas dire que les équipes adverses scoutaient pas et n'étaient pas prêtes, n'avaient pas un plan de jeu pour essayer de le faire sortir de son basket, vu que c'était quand même la plaque tournante d'OKC. Mais je me demande s'il n'y a pas eu comme un effet de surprise aussi qui explique aussi notamment ses pourcentages, en fait. Ses pourcentages de réussite qui sont exceptionnels. C'est vraiment super saison l'an dernier pour Shai. C'était tout à fait mérité qu'il soit dans le premier 5 au NBA d'ailleurs. Moi, j'ai du mal dans ma tête pour l'instant à le voir passer ce cap. Sachant que pour un arrière, c'est pas simple, hein, quand même. Des arrières MVP, c'est quand même un club très très fermé. Voilà, je suis un peu plus sur la réserve peut-être que vous, même si moi aussi j'ai hâte de voir OKC jouer. Je pense qu'OKC peut vraiment être une équipe. Enfin, c'est une équipe qui sera plaisante dans tous les cas, et c'est une équipe qui peut être ambitieuse. Et quand je dis ambitieuse, je dis pas jouer le titre, mais qui finir dans un top 4, comme tu disais, Antoine, c'est pas impossible. Voilà, accéder au second tour, venir embêter des équipes qui jouent vraiment le titre, c'est pas impossible du tout. Surtout si Chet Holmgren a l'impact qu'on pense qu'il peut avoir dès le début. Mais pour Shai, j'ai du mal quand même à le voir dans ce club-là, quoi. Je pense qu'il fera. Voilà, je suis optimiste et peut-être sans doute un peu trop parce qu'il faut rappeler qu'il joue à une époque où il y a des monstres statistiques qui sont par défaut dans la course au MVP, même sans avoir cette ambition. Je veux dire, Jokic, sa simple présence sur le terrain, en théorie, fait de lui un candidat au MVP parce qu'on sait qu'il va faire les stats pour et que son équipe, a priori, sera bonne. Ça fait un peu ça avec Giannis aussi. Donc, ça, c'est deux extraterrestres. Mais je suis pas sûr que. Je sais pas si Embiid et Tatum peuvent refaire des saisons où ils vont. Enfin, ils peuvent, évidemment. Mais je sais pas s'ils seront dans cet état d'esprit-là. En fait, je mise sur le fait qu'OKC soit sur une pente ultra ascendante et que lui soit le leader de cette équipe-là et que peut-être la fameuse fatigue des votants aussi, vous savez. Ce côté, bon, encore les mêmes. Ah, tiens, il y en a un qui pousse un peu. On va peut-être essayer de le mettre en avant. Donc, moi, je pense qu'il peut le faire. Donc, c'est un peu. Ça peut paraître un peu utopique, mais je pense qu'il peut le faire. Voilà. Tu sais, je me demande ça m'y fait penser comme ça, dans quelle mesure, tu sais, sur la fatigue des votants, effectivement, l'an prochain, il va pas y avoir un peu le sentiment de culpabilité de certains. Pour Jokic, il méritait quand même. On pensait qu'il méritait pas. En fait, il a plus que largement prouvé qu'il méritait. C'est pas lié directement à ta question, Shai, mais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Ça sera à suivre de près, je pense. Il faudra voir aussi à quel moment il y aura l'envie de remettre un Américain. Je pense que le prochain Américain qui fait vraiment une grosse saison, il aura. Alors bon, Shai, c'est un Canadien. Ils attendent Tatum, mais Booker ou Tatum, ou Booker. Booker aussi. Ouais. Franchement, Booker, si les Suns terminent premier, je serais pas surpris. Moi, j'ai l'impression que je suis à mi-chemin entre vous deux au final, parce que je suis tout à fait d'accord avec Théo quand il dit qu'il y a un monde entre être dans la discussion et être le MVP. J'ai l'impression que Shai, il est plus dans la discussion que vraiment candidat au MVP. Tu vois, je le mets pas dans la même. C'est pour ça que j'ai mis fin de top 10, parce que je peux pas mettre Gilgeous-Alexander dans la même catégorie qu'un Jokic, qu'un Curry, même qu'un Doncic en termes d'impact. Par contre, j'ai l'impression qu'en fait, il y a moyen qu'il soit déjà plus fort que Morant, Lillard que j'adore en plus, ceux qui le savent, tu vois, donc, et que ce soit justement. Et j'ai l'impression que si Booker fait une grosse saison, ça dépendra vachement au final des bilans de chacun, quoi, comme on disait. Il faudra voir ce que fait le Thunder. D'ailleurs, l'effet de surprise, il sera peut-être pas que valable pour SGA, mais aussi pour le Thunder. Hein. C'est clairement une équipe qui sera beaucoup plus scoutée et qui a plein de bons jeunes, ça c'est sûr. C'est intéressant, mais il n'y a pas encore non plus des vétérans très confirmés. Et faut aussi et en fait, pour gagner plein de matchs pendant une saison régulière, il faut aussi des vétérans confirmés, des mecs qui sont dans leur prime et pas juste sur la pente ascendante, quoi. Ouais. Carrément. Allez, moi j'en ai une pour vous. Alors c'est une question qui est un peu double en fait. Je commence comme ça en biaisant le truc direct. En fait, je me demande. Donc, je vais préciser en disant sur le papier. Donc, j'insiste vraiment sur ce terme qui est très important dans ma question. Sur le papier, est-ce que les Mavs n'ont pas une équipe capable d'aller jouer le titre ? Ou du moins, est-ce qu'ils ne sont pas simplement à un joueur de pouvoir vraiment jouer le titre ?
Et pour étayer un petit peu ma question, j'ai simplement rappelé certaines de leurs acquisitions de cet été. Grant Williams, Seth Curry, Dante Exum, les rookies Derrick Lively et Olivier Maxence Prosper. J'ai l'impression que c'est que des joueurs qui finalement répondent aux manques principaux de Dallas, du moins offensivement. Donc voilà ma question. Je vous donnerai mon avis après, mais voilà ma question. Vas-y, Shai. Je vais commencer parce que je vais être l'électron négatif sur cette question-là, je pense. Vous savez le scepticisme que j'ai sur l'alchimie entre Luka Doncic et Kyrie Irving. Je pense que Kyrie il est tout à fait capable de faire de très bonnes saisons. Il y a pas de problème. Je veux dire, j'essaye de mettre de côté ce qui m'a agacé chez lui ces dernières années. Je pense que ça reste un joueur virtuose qui a encore beaucoup de bon basket en lui. Je suis juste pas convaincu par le profil, enfin par leur association, en fait, par les deux joueurs. Je sais qu'il y a il y en a qui ont analysé le truc et qui disent, bah si, leurs styles de jeu sont finalement assez complémentaires. Mais pour moi, pour que ce soit le cas, il faudrait vraiment que toute l'équipe autour soit ultra forte défensivement. Ils ont recruté, ça a été intéressant, ça a été moins, j'allais dire médiocre. Je m'attendais à ce qu'ils n'y arrivent pas, à ce qu'ils fassent rien de très cohérent, et au final, je trouve que ça a été pas si mal. Mais pour moi, c'est toujours pas, je les mets pas dans la catégorie des prétendants au titre. Le niveau de Luka Doncic fait que tu peux pas les enlever même de la course au playoff, même si je pense qu'il y en a qui les mettront peut-être pas en qualif direct, hein, ça s'entend. Mais donc, est-ce qu'ils sont pas un joueur? Faudrait voir de quel joueur on parle. Faudrait vraiment, pour moi, un two-way player et un super défenseur désintéressé en termes d'ego. Et donc, j'ai pas de nom en tête. Hein. Mais alors peut-être, du coup, techniquement, c'est peut-être vrai. Peut-être que si tu me dis il y a un tel qui signe, je me dis ouais, là, franchement, ils ont une équipe méchante. Mais il y a pas que ça. Au niveau du coaching, je leur dis encore, c'est un de mes 3 joueurs préférés all-time, mais je suis pas sûr que Jason Kidd soit l'homme qui faille pour cette équipe. Donc non, tout simplement, je pense pas qu'ils sont qu'un joueur, ou alors il faudrait vraiment que ce soit un sacré joueur. Voilà. Moi, j'essayais, pendant que tu parlais, Shai, de réfléchir à quel joueur je pourrais... Je trouve que si on est sûr que purement sur le papier, comme tu l'as dit, si, moi, je vais rajouter une donnée. Purement sur le papier, purement sur le talent, ok ? Sur le talent, ouais. Purement sur le talent, oui. Oui, je pense que les Mavs ont suffisamment de talent. Si tu additionnais, imaginons que le talent soit un truc vraiment qu'on peut quantifier et que tu additionnes et qu'il faut atteindre un certain chiffre pour être candidat au titre, je pense que ouais, si tu additionnes le talent de chaque membre de l'effectif, tu as une équipe qui peut jouer le titre. Même juste Luka et Kyrie, hein, juste les deux, déjà, c'est violent, il n'y a pas de problème avec ça. Ouais, c'est ça. En fait, maintenant, si le joueur a un joueur prêt, je vais dire plutôt bien sûr, moi, je vais aller dans le même sens que Shai. C'est si tu changes Kyrie par un autre mec du même talent, mais juste avec une autre personnalité. Imaginons Kyrie, je sais pas, comment on l'évalue aujourd'hui, nous, Kyrie. Est-ce que Kyrie, c'est... Je réfléchis. C'est dur de trouver un mec, en fait. Parce que, par exemple, tu vois, j'ai l'impression que Pascal Siakam, si tu changes Kyrie par Siakam, tu perds trop en talent, en fait. Et là, je trouverais ça, genre, très bien. Genre, il y aurait une très belle équipe, mais je vois pas les Mavs gagner vraiment jusqu'au bout avec Siakam en deuxième option. Genre, ça serait très fort sur des... Ça peut aller jusqu'en finale de conf, tu vois, des trucs comme ça, peut-être en finale NBA, mais je suis pas sûr que ça gagne vraiment que ça gagne avec l'effectif tel quel sur le papier. Maintenant, si tu me dis, Booker à la place de Kyrie, mais là, je pense que je suis allé au-dessus du niveau de talent. Ouais, c'est ça, je suis allé au-dessus du niveau de talent. Bah, imaginons que ce soit Jaylen Brown. Ça vous semble honnête, Kyrie pour Jaylen Brown niveau talent? Bah ouais, c'est pas le même poste et les mêmes trucs, mais oui. Purement, si on quantifiait ce talent, on est toujours sur l'histoire. Ouais, c'est compliqué. Question hardcore. Mais j'ai l'impression que Kyrie, il est peut-être même plus talentueux que Jaylen Brown, ok ? Maintenant, Jaylen Brown, il a plus d'impact, on peut dire. Mais imaginons, ok, t'as Jaylen Brown aux Mavs à la place de Kyrie. Je pense vraiment que les Mavs, ils peuvent être champions NBA. Ah, mais alors moi c'est un peu ça. Alors, c'est ça que je veux dire, mais je sais que j'ai essayé sur le papier d'abord. J'ai essayé de garder Kyrie dedans parce que je voulais pas. Mais oui, si c'est juste Jaylen Brown ou un autre joueur à la place de Kyrie et tu mets un meneur plus gestionnaire ou Doncic plus meneur, j'en sais rien. Là, ouais, parce que Brown, c'est un joueur il joue des deux côtés du terrain. C'est devenu un joueur très très important de la ligue. Ouais. Là, peut-être, mais du coup, ça enlèverait Kyrie et je pense que c'était pas la question de départ. Je pense que Théo considérait que Kyrie était dans l'effectif. Non, mais c'est vrai qu'après, voilà, juste l'effectif. Non, pardon, vas-y Théo. Non, vas-y, Antoine. L'effectif sur le papier, en termes de talent, même avec Kyrie, si on oublie la complémentarité ou tout ce qu'il peut y avoir autour, juste sur le talent de l'effectif, il y a de quoi. Et tu peux. Dans ce cas, ils sont un joueur. Ils sont un joueur peut-être d'être contender, et dans ce cas-là, ouais.
Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que j'étais parti du principe, et c'est pour ça que j'ai dit sur le papier, parce que vous le savez tous les trois, je pense que ceux qui nous écoutent l'ont compris aussi, je suis un énorme sceptique en ce qui concerne Kyrie Irving et sa capacité à élever le niveau global d'une équipe et à lui permettre de performer. Par contre, ça enlèverait à son talent, effectivement. C'est pour ça que j'ai dit sur le papier, en fait, parce que sur le papier, il est présent, en fait. C'est pour ça que j'ai dit sur le papier. Mais s'il est présent et sur le terrain, finalement, je trouve que les choix de Dallas sont vraiment intéressants. J'ai vu un Luka Doncic qui avait l'air déterminé quand même cet été à pas arriver hors de forme à la reprise l'année prochaine. Et quand je vois un petit peu les pièces qui sont en place, j'ai l'impression que finalement, pour moi, le gros point noir, c'est le coach. Jason Kidd a fait du très bon travail il y a 2 ans avec une défense de fer du côté de Dallas, mais je suis pas sûr que le message passe toujours. Et j'ai l'impression que finalement, si Dallas arrivait à récupérer un protecteur de cercle, un protecteur de cercle de haut niveau vraiment pour étoffer l'effectif, sur le papier, je trouve que l'effectif est vraiment talentueux et je trouve qu'il y a une vraie cohérence. Et je vais vous donner 2 noms de coachs qui sont, à ma connaissance, encore disponibles et qui ont bâti leur succès finalement récemment, en tout cas, autour d'effectifs qui gravitaient autour d'une grande star. Mike Budenholzer, Mike D'Antoni. Ok. Deux coachs, alors je vais pas dire que ça serait forcément la solution idéale, notamment pour résoudre les problèmes défensifs de Dallas. Je suis pas sûr que Mike D'Antoni soit forcément l'homme pour, mais c'est 2 coachs intéressants, je trouve, pour 2 raisons différentes. Parce que Budenholzer, c'est l'inverse, c'est plutôt en attaque. C'est pas non plus, c'est quand même pas le meilleur coach en attaque. Mais j'ai l'impression que, en fait, je me demande combien de temps Jason Kidd peut rester en place si jamais le début de la saison est un peu compliqué. Ouais, c'est ça, je pense aussi. Ça me fait mal de dire ça parce que et même en tant que coach, je l'ai pas mal de fois défendu. Son début de carrière un peu compliqué, mais il y a des trucs qui passent pas dans je sais pas, la gestion de ses relations avec les joueurs, c'est un peu compliqué. Donc, et l'année dernière, bon, voilà, on l'a dit 1 million de fois, mais la manière dont il était désengagé, c'est les fameuses phrases en conf de presse. Je suis qu'un spectateur comme un autre, j'ai juste un meilleur siège. Enfin, je sais pas, je l'ai pas trouvé. Alors peut-être que là, avec cette nouvelle équipe et il y a une autre dynamique, il va retrouver ça. Mais je pense aussi que ça passe. Si Dallas doit être très très compétitif, ça passera à court ou moyen terme par peut-être un changement de coach. Sachant que j'ai pas cité non plus parce qu'ils étaient déjà ils étaient déjà dans l'effectif, mais Josh Green et Jaden Hardy sont 2 joueurs vraiment intéressants, je pense, dont la progression peut aussi élever le niveau global de l'équipe, sachant que de toute façon tout tournera autour de Luka. Il n'y a pas de salut sans Luka, ça c'est sûr et certain. Ouais. Yes. Allez Antoine, je te redonne le bâton de parole. Tu sais quoi, regarde, je vais essayer de faire une transition. Je trouve que les Mavericks sont l'un des gagnants de l'intersaison. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, les recrues. Est-ce que, et celle-là, elle va vous piquer tous les deux, est-ce que les Nuggets ne seraient pas parmi les principaux perdants avec des guillemets, de l'intersaison? Sous-entendu, est-ce que ça serait pas justement vraiment renforcé autour, alors que Denver, à l'inverse, aurait perdu des plumes? Je pense que oui, d'une certaine manière, en fait, dans le sens, la manière dont tu viens de formuler ça, c'est-à-dire qu'autour, ça s'est renforcé, et finalement, Denver est resté à l'identique, voire a perdu quelques éléments qui avaient été importants, Bruce Brown notamment. Ouais. Donc dans ce sens-là, oui, je pense que tu as raison de poser la question comme ça, et je serais d'accord pour dire oui. Pour autant, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vraiment si dramatique pour Denver, parce que je pense qu'il y a d'autres... Pardon, j'ai les idées qui se mélangent, mais il y a plusieurs choses. Déjà, une fois que les équipes ont réussi à être championnes, il y a une espèce d'effet, alors ça peut peut-être sembler un peu irrationnel, mais j'ai l'impression qu'elles sont meilleures quoi qu'il arrive en fait. Quand elles ont réussi à se prouver qu'elles pouvaient être championnes, les joueurs ont pris confiance, il y a une espèce d'élévation du niveau global, aussi une certaine compréhension de ce qu'il faut faire à quel moment pour aller gagner des matchs importants. Ça, il y a déjà cet effet, je pense, qui est plutôt positif du côté de Denver. Et l'autre, c'est que je pense qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas encore montré tout leur potentiel. Et alors là, je suis probablement effectivement celui qui croit le plus fort d'entre nous. Mais je pense que Michael Porter Jr. a encore toujours une vraie marge de progression potentielle. Il est encore en train de retrouver finalement son niveau physique. Il n'a pas encore recouvré toute l'intégralité de ses capacités athlétiques après son opération du dos.
Donc je pense que ça, c'est des facteurs qui sont plutôt intéressants du côté de Denver, et j'ai envie d'étendre le truc même à Jamal Murray aussi, finalement. L'an dernier, c'est sa première vraie saison après son retour de blessure. Je pense pas qu'il ait une marge de progression monstrueuse, parce que son niveau de jeu est déjà dingue. Franchement, Jokic était tellement fou que finalement on regardait pas trop ce que faisait Jamal Murray, mais ses playoffs de l'an dernier sont vraiment incroyables. Donc je pense que tout ça, ça peut aller malgré tout dans le sens de Denver. Donc je suis d'accord avec toi, Antoine, pour dire qu'effectivement, notamment parmi les prétendants, on peut les considérer comme perdants de l'intersaison dans la mesure où eux ne se sont pas renforcés. Et voire même potentiellement, peut-être sur le papier, en tout cas dans l'effectif, qu'ils ont un peu baissé, ils ont baissé d'une marche. Par contre, je pense malgré tout qu'ils ne sont pas forcément en danger pour autant. Moi, je ne les considère pas comme perdants parce que je pars du principe, comme a dit Théo, qu'il y a des joueurs en interne qui vont progresser. C'est-à-dire que Jamal Murray, il n'a pas été All-Star encore. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait une saison régulière qui, de la vie générale, méritait d'être All-Star, alors qu'on voit clairement qu'il a le niveau. On l'a vu sur les playoffs. Tu prends Christian Brown, qui est très intéressant, qui je pense aussi va franchir un palier. Michael Porter Jr., pour lequel j'étais ultra sceptique, mais pareil, c'était juste pour le cerveau, c'était pas tellement pour les qualités de basket. Et je trouve que de ce point de vue-là, en tout cas, il a évité les problèmes, que ce soit avec son coach, avec lequel c'était un peu tendu, ou en dehors pour l'extra sportif. Je l'ai trouvé vraiment focus et avec toujours cette marge de progression. Donc lui aussi, il a un niveau All-Star dans les pattes assez clair. J'ai l'impression qu'ils se font confiance et que ils vont jouer sur cette expérience collective et en se disant nos joueurs, on est à peine des vétérans, c'est-à-dire que c'est que des joueurs qui entrent dans leur prime où ils sont seulement depuis quelques temps. Donc qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre en fait? C'est-à-dire que c'était obligatoire quasiment de perdre Bruce Brown vu l'argent qui lui a été envoyé par Indiana, c'est ça que je dis pas de bêtises, Indiana. Donc ça, c'était inévitable. Après, est-ce qu'ils n'auraient pas dû absolument essayer de rechercher un autre role-player de ce type-là? On verra en cours de saison. Hein. Il y a aussi des ajustements possibles en cours de route. Ils ont cette possibilité-là. Donc, en tout cas, dans mon esprit, quand je pense à l'intersaison, oui, il y a des équipes qui se sont renforcées, mais c'est aussi en réponse à ce qu'ont fait les Nuggets, et je les trouve pas, je les considère pas comme perdants, moi. Oui, c'est vrai qu'ils sont dans la peau du chassé maintenant. Donc, bon, de toute façon, tu as effectivement les équipes qui s'ajustent et qui se renforcent pour essayer de passer le cap. Moi, je les mettrais quand même dans les perdants du coup de enfin, perdants avec des guillemets. Perdants de l'intersaison. Je trouve que faire le doublé dans cette ligue, c'est extrêmement difficile déjà de base. Et si pendant l'intersaison, tu as tes principaux concurrents qui vraiment recrutent lourd et que toi, non seulement tu recrutes pas lourd, mais même tu perds des joueurs, et je pense pas qu'à Bruce Brown, je pense aussi à Jeff Green, j'en oublie sans doute. Je me suis permis d'ouvrir du coup la page des Nuggets dans le même temps. Je trouve quand même que ça manque de profondeur. Je suis d'accord qu'il y aura genre Murray, Porter Junior, peut-être même Jokic, sont des mecs qui, bon, évidemment encore plus pour Porter Junior, sont des mecs qui peuvent soit continuer à progresser, soit se maintenir au même niveau. Pareil, même Gordon, tu vois. Ça amène une autre question. C'est évidemment l'autre question, c'est de se demander est-ce que les Nuggets peuvent vraiment faire le doublé. Je vois Denver un peu comme, vous vous souvenez, Détroit, pas du tout dans le même style de jeu, bien sûr. Détroit en 2004, 2005, allez, on va dire 2003, 2004, 2005, 2006, presque jusqu'à 2007. Détroit qui est une équipe phare de la conférence Est, qui a gagné qu'un titre, mais ils auraient pu en gagner 2. Je me dis que les Nuggets, là, sur 5 ans, ça peut être un peu la même chose, une équipe qui se maintient très longtemps au haut niveau. Mais je trouve que là, par exemple, pour l'an prochain, leur rotation, je la trouve quand même assez courte. Après, tu as raison, Shai, tu as bien fait de souligner, ça peut encore bouger. Il peut y avoir des buyouts, il peut y avoir des transferts. C'est pour ça que j'ai limité ça à l'intersaison. Mais je trouve que par rapport à l'an dernier, leur top 8, il est quand même vraiment moins fort. Et même si c'est toujours tes joueurs majeurs de façon qui font ta base et qu'il faut avoir le meilleur 5 majeurs pour être champion, je trouve que derrière, là, sur le banc, très très vite, ça perd beaucoup en qualité, quoi. Genre, limite, leur meilleur joueur de banc, c'est Christian Brown. Lui, on sait ce que ça vaut. Mais ensuite, le drop, c'est tout de suite Reggie Jackson, Justin Holiday. Ouais. Et derrière, il n'y a vraiment pas grand-chose, quoi. En gros, j'ai l'impression qu'il y a vraiment 6 joueurs qui vont contribuer dans un parcours en playoff. Pardon, non, mais c'est vrai qu'il n'a pas contribué encore, mais il y a un autre jeune joueur, j'ai pas le roster sous les yeux, là, qui était rookie l'an dernier, si je me trompe pas. Nadji? Non. Il y avait Zeke Nadji, mais il y avait Peyton Watson. Parce que les autres mecs, ils n'ont pas trop joué. Hein. Pardon, après, il y a Vlatko Kantar, le Slovène, mais... Qui a quasiment pas joué, qui était en G-League, là, mais dans le club... C'est Watson, non? C'est Peyton Watson. Si, ça doit être Peyton Watson, j'ai oublié le nom, mais dans lequel le staff, en tout cas, croit énormément pour pouvoir apporter... Ah, c'est ça, c'est lui. Ouais, pardon. En fait, Antoine, c'est intéressant ce que tu dis. Moi,
l'analogie, je la trouve un peu injuste avec les Pistons, parce que les Pistons n'ont jamais eu un joueur comme Jokic, en fait. Les Pistons dont tu parlais. Oui. Finalement, moi, la comparaison que je ferais, peut-être, c'est peut-être plus avec les Spurs. Parce que effectivement, les Spurs n'ont jamais réussi le back-to-back. Si on regarde d'une année sur l'autre, ils ont gardé leurs joueurs forts, mais autour, il y avait les rotations n'étaient pas forcément des joueurs très... il y a des joueurs qui ont gagné des titres avec les Spurs, qui sont partis ailleurs, qui n'ont rien donné ailleurs, en fait, qui étaient des joueurs de complément, qui collaient parfaitement avec la philosophie des Spurs et qui n'ont pas forcément performé autre part. Et j'ai l'impression que Denver est peut-être a plutôt l'ossature de ce type d'équipe que celle des Pistons. Par contre, je te rejoins tout à fait sur la difficulté de réaliser des back-to-back dans cette ligue. Je pense que c'est même sous-coté à quel point c'est dur et à quel point il faut quand même une conjonction d'éléments entre toi, ton effectif, et puis la santé, et puis un peu de chance pour que ça puisse se produire. C'est pour ça qu'il y a si peu d'équipes à qui on décerne le terme de dynastie. Mais ouais, voilà, je les aurais peut-être plutôt vu le talent incroyable et pour moi générationnel de Jokic, Hall of Famer sans aucun doute. Et je pense vraiment qu'à la fin de sa carrière, son classement, même dans les top joueurs all-time, il pourra en surprendre certains. Je l'aurais plutôt rapproché de peut-être Duncan, quoi. Ouais, voilà. Ouais, non, mais ça a du sens, t'as raison. Et du coup, vu qu'on parlait de Jokic, je vais me permettre d'enchaîner avec ma question parce qu'elle était liée à Jokic et aux Nuggets. Parce que pour moi, comme là, vous venez de le dire, c'est aussi lié à... Enfin, leur compétitivité est liée au talent de Jokic et à sa capacité à toujours jouer, à être ce même leader et ce joueur exceptionnel. Je me demandais juste... Alors, c'est peut-être abusé, hein, mais on voit comment il est pendant cette intersaison-là. Il a voulu rester en Serbie. Il n'est pas allé faire la Coupe du Monde. Il a l'air de plus kiffer les courses de chevaux et la détente dans son village que... Je sais même pas s'il regarde les matchs de la Serbie, honnêtement. Je sais pas. Mais donc, question peut-être un peu provoque, mais est-ce qu'il arrivera, parce que c'est l'impression qu'il donne, à trouver suffisamment de motivation pour remettre le couvert encore comme ça sur toute une saison, sur une campagne de play-off? Il va être encore plus attendu. Est-ce qu'il va réussir à maintenir ce degré d'exigence et de motivation pour que Denver soit vraiment dans le coup pour un back-to-back? Parce qu'il y a aussi les déclats qu'il avait fait en fin de saison dernière. Alors, c'est un atout de ne pas être stressé par les résultats. Et il dit, moi, c'est qu'un job. Tu comprends clairement qu'il ne va pas jouer jusqu'à 40 ans, a priori. Il aime le basket, mais ce n'est pas non plus un forcené. Donc, c'est tellement tous les grands coachs, tous les grands joueurs parlent de cette fatigue mentale qui arrive parfois juste après une seule campagne réussie. Est-ce que là, est-ce qu'il n'y a pas déjà le risque pour Jokic, vu son profil et sa personnalité, selon vous, de pas réussir forcément à remettre le couvert? Et je dis ça en pensant que c'est le meilleur joueur de la ligue et que Denver est peut-être une des équipes qui a le plus de chances de faire un back-to-back depuis le dernier qui a été fait. Voilà. Bah, c'est une super question. Pardon, vas-y Antoine. Non, vas-y. Ouais, non, c'est une super question. C'est vrai que Jokic est un joueur tellement à part dans son jeu et dans sa personnalité que pour le coup, moi, je comprends complètement ce que tu dis. Tu vois, ta question, je la trouve hyper pertinente en fait, parce que je me suis posé la question aussi au début, juste après le titre, quand tu le voyais avec ses courses de chevaux et tout. Tu dis bon, bah c'est normal, tu vois, faut décrocher un moment. Puis après, tu vois, l'été se poursuit, et puis ça reste un petit peu toujours sur la même thématique. Après, il y a deux choses. Il y a le biais des réseaux sociaux aussi. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu d'été non plus de vidéos de Jokic en train de s'entraîner à la salle, travailler son drop step ou des trucs comme ça. Donc tu sais que de toute façon, le taf qu'il fait, il le fait comme le reste de sa vie en fait. Il le fait entre quatre murs. Il n'a pas cette volonté de montrer cette partie-là de ce qu'il fait. Et les déclarations auxquelles tu faisais référence, Charles, moi je les ai trouvées hyper intéressantes. Et pour le coup, j'ai l'impression que elle m'encouragerait plutôt à penser que c'est un mec qui est armé justement pour pouvoir repartir parce qu'il arrive à faire la part des choses, quoi. Et que je pense qu'il est un petit peu, que parfois il y a peut-être un petit peu il en rajoute peut-être un petit peu dans le détachement qu'il donne, sans doute. Et que tu peux pas te hisser à ce niveau-là si t'es pas un compétiteur de malade mental en fait, parce que sinon il se serait contenté une fois qu'il avait fait sa place, d'avoir sa place en NBA. Enfin, voilà, il y en a d'autres des joueurs comme ça, et je leur jette pas la pierre du tout, où tu sens qu'il y a un moment où il y a une espèce de contentement, ils sont allés au bout de ce qu'ils recherchaient vraiment, quoi. Alors que lui, sa progression encore ces 3 dernières années, et même après son premier titre de MVP, je la trouve vraiment impressionnante. Donc la fatigue, c'est une vraie question. Je pense que c'est un mec aussi qui est tellement tourné vers le collectif, au bout du compte, que je le vois pas non plus accepter de pas être au niveau auquel ses coéquipiers l'attendront. Le reste de la ligue, les observateurs, c'est autre chose, mais j'ai du mal à l'imaginer, tu vois, arriver complètement hors de forme ou totalement à côté de la plaque.
ne serait-ce que par respect pour ses coéquipiers, pour le collectif. Mais bon, après je le connais pas non plus, hein, donc c'est de la perception, quoi. Ouais, moi je vais aller dans ton sens. Je pense qu'on. Je sais pas si lui en rajoute ou pas, mais bon, je pense qu'il a quand même un vrai intérêt, une vraie passion pour le basket. Je pense qu'on est très loin d'un Andrew Bynum, par exemple. Juste que voilà, il a une manière de le montrer qui est différente. Mais je pense de toute façon, sa manière de jouer te montre qu'il aime ce sport. Je pense que ça se sent en fait, qu'il prend du plaisir et qu'il prend du plaisir à jouer. J'ai l'impression que ça fait partie de ces méga stars qui, une fois qu'elles ont atteint un certain niveau, en fait, tu vois, il n'y a pas un espèce de drop bizarre une année où tu te dis, où derrière, il y a 2 ans de désert, où, tu sais, où il est bon, mais moins fort, il faut qu'il se remotive à redevenir chaud. Ouais. J'ai l'impression que voilà, on est sur la lignée des Nowitzki, tu vois, des très grands joueurs de cette ligue, de l'histoire de cette ligue, les Kobe, les LeBron. Je ne te dis pas qu'il atteindra ce niveau-là à la fin de sa carrière, mais on est sur les, je sais pas, les 15-20 meilleurs joueurs de l'histoire, sans doute, quand il prendra sa retraite, Jokic. Tu vois, donc je me dis qu'un mec comme ça, une fois qu'il est dans son prime, il va être bon chaque année, il va être très très fort chaque année, il va être excellent chaque année. Et par contre, les facteurs qui expliqueront est-ce qu'il va au titre, ce sera des facteurs autres. Peut-être qu'il y aura un mec encore plus fort, ou évidemment dans le cas des Nuggets, est-ce que les autres seront au même niveau? Parce que tu vois, la question pour Jokic, honnêtement, je m'inquiète pas trop. Est-ce que Jamal Murray il sera aussi fort? Est-ce que Michael Porter Jr. il sera aussi fort? Est-ce que Aaron Gordon, après avoir gagné un titre, il sera vraiment aussi impactant? Tu vois, c'est plus ça. Et peut-être qu'ils le seront juste un petit peu moins, mais que ce un petit peu moins, combiné à d'autres choses autour, font que les Nuggets, par exemple, ne feront pas un doublé. Aaron Gordon, il était impactant dans les soirées en Serbie avec Jokic, par contre. Ça, il n'y a pas de souci. Il apprend auprès des meilleurs. Il était à l'hippodrome tous les jours. Dans le village, je pense qu'il va devenir international serbe, lui. Mais tu sais, Antoine, quand t'as parlé de Nowitzki, parce qu'en fait, moi, quand j'ai vu les images là, de Jokic cet été, c'est à Nowitzki qui m'a direct fait penser, ou dire qu'il a raconté que, genre, après le titre de 2011, là, il a pas dessoulé de l'été, quoi. D'ailleurs, la saison d'après, les Mavs étaient catastrophiques. Enfin, tu sentais que lui s'en foutait, mais il était pas du tout au même stade de sa carrière. Mais ouais, il était pas au même âge, quand même. Voilà, donc c'est pas ça, mais pour le coup, il y avait vraiment eu un coup de relâche manifeste, quoi. Je sais pas si Nowitzki se serait relâché si les Mavs avaient gagné en 2006. Tu vois, je suis pas convaincu que Nowitzki il aurait derrière fait la bringue. Bon, après, c'est à voir. Chai, t'as pas donné ton avis du coup sur la question? Bah, c'est juste que c'est une question que je me pose. C'est-à-dire que je pense être du même avis que vous. Je veux dire, cette humilité, cette personnalité un peu qui peut sembler un peu détachée parfois, je pense que c'est une vraie force. Parce que du coup, il est hermétique à la pression. Il rentre pas dans le jeu des réseaux sociaux, des médias. Il accorde pas d'interview en dehors de. C'est-à-dire, ça se voyait. En playoff, c'était un calvaire pour lui juste de répondre aux questions après les matchs. C'est pas du tout ce qu'il aime. Mais donc je suis de votre avis. Je me dis juste qu'il y a toujours peut-être ce petit risque parce que j'ai lu tellement de choses sur cette fameuse fatigue mentale et les exigences que ça demande de répéter le très très haut niveau et surtout quand tu es le leader d'une franchise, que je me dis juste est-ce qu'il ne va pas se dire bon, j'ai fait ce que j'avais à faire là et inconsciemment peut-être se relâcher et que ça complique la tâche de Denver. Mais voilà, mais je pense par contre, là, si tu me demandes aujourd'hui qui va gagner le titre, c'est très possible que je dise les Nuggets. Et c'est très possible que je dise Jokic MVP. C'est juste que voilà, c'est ce que je me pose un peu en coulisses à l'intérieur de moi-même. Voilà. Nickel. Bah, je vais enchaîner avec ma question à moi. Alors, différente, là, pour le coup, c'est pas autour d'une équipe. La question que je vais vous poser, c'est parmi les joueurs qui seront en deuxième année, donc ceux qui ont joué l'an dernier, Chet Holmgren n'est pas dedans, parmi les joueurs dont ça sera la deuxième année, duquel ou desquels, parce que moi j'en avais plusieurs en tête, vous attendez à lesquels vous voyez faire le plus grand pas en avant? Alors, il faut se remémorer donc, sur les joueurs qui étaient non, mais je vous remets c'est traître. Sur les joueurs qui étaient rookies donc, et qui seront sophomores cette année. Voilà, donc il y a eu Banchero, il y a eu Jalen Williams. J'ai pas envie de vous donner ceux que j'ai notés moi, parce que sinon... Ouais, je vous donne les miens, Okay, je vous donne ceux auxquels j'ai pensé instantanément, comme ça vous met peut-être sur la piste. Moi, il y en a un qui m'est tout de suite venu en tête, c'est Keegan Murray, des Kings, que j'ai trouvé excellent en playoff. Impressionnant en playoff, de sûreté, d'assurance. C'était aussi intéressant parce qu'en lisant un petit peu des articles d'insiders du côté de Sacramento, on entendait dire que Mike Brown était particulièrement sur son dos, qu'il lâchait rien, qu'il était tout le temps à le challenger, à lui pointer du doigt ses erreurs, ce qu'il pouvait faire de mieux. Et je trouve ça intéressant de voir la manière dont il a répondu sur le terrain, notamment en playoff, encore une fois, où il a été déterminant pour Sacramento. Donc ça, c'est le premier joueur auquel j'ai pensé, c'était Keegan Murray. Il y en a deux autres qui me sont venus en tête. Autant j'étais assez déçu de sa saison l'an dernier, et autant les Rockets sont toujours aussi
incompréhensible, ou du moins je me pose toujours autant de questions du côté des Rockets, même si en parlant avec Benjamin un matin dans le CQFR, je trouvais que finalement je commençais à avoir plus de sens dans ce qu'ils sont en train de construire, et maintenant j'ai vraiment envie de les voir pour voir ce que ça donnera. Il y a Jabari Smith, je pense qu'il devrait et qu'il doit être revanchard après sa saison rookie l'an dernier, où on n'a pas du tout parlé de lui quasiment de la saison. Et le troisième, c'est un joueur que moi j'ai trouvé hyper intéressant et à qui je vois un avenir vraiment, vraiment intéressant, c'est Jalen Duren du côté de Détroit. Pour un big man à son âge, ce qu'il faisait l'an dernier dans une équipe, bon, d'accord, on va pas regarder les résultats de Détroit, mais moi j'ai trouvé qu'il était déjà en avance sur courbe de progression des big man, et je suis vraiment curieux de voir ce qu'il pourra donner cette année. Alors ça se verra peut-être pas dans les résultats des Pistons, mais par contre individuellement, j'ai hâte de voir ce qu'il pourra donner sur le terrain. Ouais, non, je suis assez d'accord avec ces trois-là. Sur Duren, ça va dépendre. Les Pistons, c'est particulier. Je sais, faudrait qu'ils arrêtent d'essayer de le faire jouer avec James Wiseman, parce qu'ensemble, ça va pas, je trouve. Ouais. Non, bah non. Sinon le joueur individuellement, ouais, le joueur individuellement, je le trouve intéressant aussi, surtout quand on pense à son âge. Et après, en y réfléchissant, on a cette espèce de guéguerre avec Benjamin sur lui. Il pense que Paolo Banchero sera jamais vraiment un franchise player ni même un très grand joueur de la ligue, je pense. Lui, il était d'accord. Il me concédait le fait que ce serait peut-être un All-Star. Moi, dans ce cas-là, juste par principe, c'est un All-Star. Oui. Bah, ça dépend, parce que là, moi, je dis que ça peut être le franchise player d'Orlando, et il est plutôt à dire que il faut quelqu'un d'autre à Orlando pour porter le projet. Moi, je pense qu'il peut l'être, donc je vais te dire que je m'attends à un grand saut, c'est-à-dire du type peut-être All-Star, justement. Donc je le mettrai là-dedans. Et après, quand je regarde les noms, je pense qu'il y aura un petit jump de Shaedon Sharpe, vu que les Blazers vont jouer le bas de tableau et qu'on va, à mon avis, le voir en termes de. Il sera toujours aussi spectaculaire et ses stats vont grimper, donc je pense que Sharpe va faire partie de ces joueurs-là. Je suis curieux de voir aussi Jérémy Sohan à San Antonio. On voit qu'il est déjà très proche de Victor Wembanyama. J'adore. La franchise l'aime bien. Lui, c'est un joueur qui a beaucoup, beaucoup de potentiel aussi et qui est très, très. Il est à la fois fantasque, mais il est à la fois discipliné quand même dans l'approche du métier et du jeu. Donc, ouais, je mettrais bien Sohan. Et en y réfléchissant, curieux aussi, et je pense surtout maintenant avec l'expérience de Team USA, je pense que Walker Kessler, ça peut être bien aussi. Ça peut être pas mal. Alors moi, j'ai des noms différents. Je vais prendre 3, 4 et 5 sur la QV de draft. 3, Jabari Smith. Vraiment, lui, pour le coup, je vous rejoins tous les deux. Je crois que vous voulez tous les deux citer. Je crois que tu as cité aussi. Juste Théo, moi j'ai dit, je suis d'accord, mais c'est Théo qui avait. Jabari Smith, j'ai l'impression que la personnalité, elle a l'air vraiment intéressante en fait. Après, il faut voir ce que ça donne, parce que bon, Houston, effectivement, c'est pas l'équipe la plus facile où jouer. Il n'y a pas forcément de vrais meneurs gestionnaires. Même Fred VanVleet qui est arrivé, et finalement, il va sans doute beaucoup jouer pour sa pomme. Ou en tout cas, même si c'est pas un mauvais passeur, mais c'est pas un énorme créateur. Mais Jabari Smith, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose et qu'il y a une grosse éthique de travail. Je vais essayer de noter En fait, ces trois-là que je retiens, donc les 3, 4 et 5 de la QV, je trouve que c'est ceux qui peuvent notamment progresser en termes d'impact. Parce que tu vois, Shaedon Sharpe, clairement, il va avoir des meilleures stats, mais je ne suis pas sûr au final qu'il sera beaucoup plus fort que l'an dernier. Il sera plus fort, évidemment, parce que tu as un an de plus et à ce moment-là de ta carrière, tu progresses beaucoup, mais j'ai l'impression que la vraie explosion de Shaedon Sharpe, elle sera dans 2 ou 3 ans, le moment où il va vraiment se révéler et se rapprocher d'un joueur All-Star. Peut-être pas un joueur All-Star, mais on a compris l'idée d'un mec, en tout cas, qui score. Donc là, je pense que Jabari Smith, lui, il peut vraiment progresser des deux côtés du parquet au point d'avoir un impact sur le succès des Rockets. Et que les Rockets, à la place d'être une équipe qui gagne 20 matchs, soit une équipe qui en gagne 35, mais que ce ne soit pas que parce qu'il y a Dillon Brooks et Fred VanVleet ou Jalen Green qui marquent plus, mais aussi parce que Jabari Smith soit devenu un espèce de winner, tu vois, mec qui fait les bonnes actions au bon moment. Je pense que lui, il y a moyen que ses stats avancées, par exemple, elles augmentent beaucoup. Keegan Murray, je pense que c'est évident pour nous tous. Après ces playoffs, j'ai l'impression que c'est même la condition pour que Sacramento se maintienne longtemps à ce niveau-là et que ce ne soit pas juste une expérience de 2-3 ans. C'est que Keegan Murray, il passe un cap, mais j'ai l'impression qu'il est bien armé pour. Et je vais citer un autre mec de Détroit, moi, que je pense que tu aimes bien aussi. Moi, je vais citer Jaden Ivey. Je ne sais pas si c'est vraiment cette année. Peut-être pas sûr que ça soit que le cap, peut-être ce sera pas un gros bond, tu vois, pour le coup. Mais lui, je trouve qu'il y a un vrai potentiel intéressant et que pour le coup, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec Cade Cunningham. J'ai l'impression que les deux peuvent bien jouer ensemble, malgré le fait que c'est tous les deux des guards. Donc voilà, lui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose avec le ballon, sans le ballon.
il y a, voilà, il y a une dégaine. Ça me fait toujours un peu peur, les mecs comme lui qui arrivent dans. Tu sais, quand c'est pas assuré, quand c'est pas un prospect comme Wembanyama, tu vois, ou des mecs où tu sais, ok, de toute façon, où qu'il soit, même s'il y a un staff de merde, tu vois, il va être fort. Les mecs comme lui, les premières années, elles sont quand même importantes où tu tombes, tu vois. Tu peux. Je Tu suis peux. totalement Tu sais, d'accord avec toi. tu vois, il y a un monde en fait où ces mecs-là, ils se développent sans Shai Gilgeous-Alexander. Il faut comprendre qu'il y a vraiment, en fait, il faut savoir, en NBA, il y a c'est les meilleurs joueurs du monde. Ils sont tous forts en fait. Ils sont tous forts. Après, il y a une part de chance. Un mec comme lui, il tombe à OKC, Jaden Ivey. Je me dis, putain, tu vois, ça peut devenir un mec à la Shai Gilgeous-Alexander. Peut-être pas aussi fort, c'est pas ça que mais tu vois, un mec vraiment où tu sais où il y a quelque chose. Mais un mec comme lui qui tombe à Détroit, tu peux vite te retrouver à faire une carrière à la Jordan Clarkson. Je pense qu'il est plus talentueux que Jordan Clarkson. Et Jordan Clarkson, c'est quand même, tu vois, il a sa place en NBA. Mais du coup, le staff compte vachement. Et les premières années sont très importantes. Et voilà, c'est le seul truc qui me fait un peu peur, c'est ça, quoi. C'est de me dire, ouais, ils jouent au piston. Est-ce que vraiment les pistons, ils seront développés, tous ces mecs-là? Parce qu'ils ont du talent. Hein. Cunningham, Duren, Ivy, Wiseman, Stewart. Il y a vraiment beaucoup de Hayes. Il y a beaucoup de talent. Mais est-ce qu'ils savent vraiment les développer? Ça me fait un peu peur, moi, perso. C'est vraiment intéressant sur Jaden Ivey parce que moi, j'aime bien le profil du gars. Il a des qualités athlétiques qui sont juste dingues. Honnêtement, athlétiquement, il me fait penser à une espèce de Dwayne Wade, quoi, sur sa capacité à exploser tout de suite et être vite, soit rapide, soit haut, à une vitesse hallucinante. Par contre, je te rejoins complètement parce que, pour le coup, il jouait vraiment comme un rookie. Il y a des moments où il était paumé, il y a des pertes de balles beaucoup trop, donc que des choses qui s'expliquent par le fait que c'est un joueur rookie. Mais par contre, je pense que lui, c'est pas un problème d'outils en fait, c'est vraiment un problème de savoir comment utiliser ses outils de basketteur. Et c'est vraiment sur cet aspect-là qui doit progresser pour atteindre son potentiel. Et là, c'est vrai que j'ai pas la réponse. Moi, je trouve que Dwayne Casey est pas un mauvais entraîneur pour des équipes jeunes, parce que c'est un entraîneur qui est assez dur dans le sens où il met ses joueurs face à des responsabilités, il leur demande des choses très précises. Je trouvais qu'il avait fait voilà plutôt un bon boulot à Toronto dans la phase de construction de l'équipe. Après, je suis pas sûr que ça soit le type de coach qui peut t'emmener. Pour moi, je le vois comme un entraîneur qui peut peut-être t'emmener une jeune équipe et en faire une équipe qui va être playoffable ou équipe de playoff potentiellement s'il y a des joueurs pour. Mais je suis pas sûr que ce soit le type d'entraîneur qui peut t'emmener de ce stade-là à celui de prétendant de contender, quoi. Un Mark Jackson, quoi. J'ai ressorti le nom d'outre-tombe. Mais même, je trouve ça dur, en fait. Même, je trouve ça dur. Après, c'est mes préjugés sur Mark Jackson, tu vois, Ouais. mais putain, je veux Non, dire, mais je dis ça là, comme des ça fois, parce que. t'as voilà. pas Il y a une Stephen vraie- Curry, Klay Thompson et je sais pas qui pour, pour t'aider à accélérer le processus, quoi. C'est ça, j'allais dire, tu sais, c'est rien à voir, mais au final, Mark Jackson, on sait vraiment pas ce que ça vaut comme coach parce que c'est trop facile de se dire qu'il a lancé, tu sais, les Warriors, qu'il leur a donné des bases. En fait, on n'en sait vraiment rien. Il y avait tellement de talent avec le recul, on pouvait pas le savoir à l'époque, mais tu vois, tu as quand même 3 Hall of Famers, dont un donc, qu'il n'utilisait pas, et David Lee. Et après, il a eu André Iguodala 1 an. Tu vois, il avait quand même une équipe Et il y complètement avait. dingue, quoi. Il a J'oublie. eu Harrison Barnes aussi. Ouais, et puis deuxième arrière, Leandro qui a Barbosa. été échangé contre Bogut après. Monta Ellis. Ouais, Monta Ellis. Il y avait du talent, quoi. je veux dire. Ouais, il y avait, oui, c'est ça. Donc au final, c'est difficile de savoir si Mark Jackson c'était vraiment un bon entraîneur ou est-ce qu'au contraire, enfin voilà, tout ce que je retiens, c'est que le moment où il a été licencié, c'est l'année d'après, les Warriors ont gagné le Champion tout de suite. Moi, ce qu'il faut noter aussi, quand même, c'est que les problèmes des Warriors quand il y avait Mark Jackson, c'était les problèmes en attaque. C'est que l'attaque fonctionnait pas à plein régime au vu du talent des joueurs, quoi. Ouais, Ce qui est quand même assez paradoxal, quoi. Voilà, c'était l'instant balle perdue pour Mark Jackson qui C'est n'avait ça. rien demandé. grave. Qui en plus il s'est fait virer d'ESPN en plus, non? Ouais, Je mais ne ça, sais pas sur le ça sujet. énerve, Parce ça que énerve si on- pas Théo, ça. Ah, merde. S'il faut parler du fait que Jeff Van Gundy va plus commenter les matchs avec Mike Breen, moi, ça me donne envie de me Et mettre au hockey sur gazon. remplacé par qui, s'il te plaît? Bah, non, par Doris Burke. Donc j'ai beaucoup de respect pour Doris Burke. Ça me gêne pas du tout. Je parlerai pas des autres signatures de l'été du côté de ESPN. Glenn, si tu nous entends. Bref, à qui le tour? Eh ben, c'est Antoine, du coup. Ça retourne À sur. moi Ouais. Allez. Allez, Laquelle dernier tour de chauffe pour Antoine et Shai. Et puis, C'est nos dernières questions? Ouais. Choisissez Ok. les meilleurs, là. Attention, vous Ok. allez être jugé sur Alors, celle-là. ok. Alors, bah, on pourrait parler des Warriors, mais
Ah, j'hésite, pardon. Non, allez, Je c'est suis pas je suis obligé, c'est relou. pas forcément les dernières questions. Allez, Allez, mais qui va je suis restons sur généreux les aujourd'hui. Warriors alors. Quel rôle, quel niveau pour Chris Paul cette saison? Ah, moi, Ça, il C'est va si. pas bien, être d'accord. j'ai provoqué un Shai, froid. On va pas être Shai, d'accord. il a ouvert son cran d'arrêt sous la table. Non, Tu même peux pas. Mais non, pas. parce Il est que prêt, tu sais. ce qui est fou, c'est que historiquement, je pense pas faire partie Ah, des fans, moi j'entends plus Shai par contre. Ah, vous m'entendez là? Bon, on Ouais, l'a ouais. perdu carrément, tu sais, il était trop vénère. Tu l'entends toi? T'entends Shai? Ouais, moi, j'entends. Toi, tu veux pas entendre Shai, mais moi, j'entends C'est très bien ça, Shai. tu veux pas Mais m'entendre mince, en moi fait. j'entends plus Shai pour de vrai. Bah ouais, Ah bah je oui, sais c'est pas. bon, je t'entends. Ah, je t'avais Très muté en bien. fait. Pardon, autant pour Voilà, moi. donc Voilà, voyez ça avec Antoine. c'est Après, de la censure, ça s'appelle de la censure tout simplement, c'est scandaleux. Historiquement, je pense pas faire partie des gros fans de Chris Paul, mais j'ai l'impression que l'année dernière, les gens l'ont considéré comme totalement cramé, totalement fini, et qu'ils ont la perception d'un Chris Paul qui arrive à Golden State comme s'il avait 48 ans et plus fait une bonne saison depuis 10 ans. J'exagère, mais c'est un peu la perception que j'ai. Alors que je pense que même défensivement, où il a semblé très en difficulté parfois l'année dernière, je pense qu'il peut encore amener beaucoup dans ce contexte-là à Golden State, c'est-à-dire donc pas le même qu'il y avait à Phoenix. Donc moi, je m'attends à... Alors, j'ai eu du mal comment dire, à l'imaginer être remplaçant à un moment, mais ça m'ira aussi. Je pense qu'il peut être remplaçant et ça peut même être parfait. Mais je ne suis pas encore convaincu que ce soit parfait. Je pense dans tous les cas qu'il va apporter beaucoup et que c'est un énorme compétiteur et ça le chagrine tellement de ne pas avoir pu jouer plus de finales qu'il ne l'a fait que je suis plutôt très optimiste pour ce qu'il va apporter. Je pense qu'il peut encore apporter beaucoup plus que ce qu'on pense. Ce que la majeure partie des gens ont l'air de penser en tout cas. Voilà. moi, je pense qu'il peut apporter. Ah, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense pas que défensivement, il puisse apporter beaucoup. Je pense qu'il peut faire le job, mais je pense que, honnêtement, là, je pense qu'il est trop limité et c'est dû aussi à sa taille, tout simplement. Et il faut lui rendre hommage, hein. Je n'ai pas mémoire d'un arrière de sa taille qui a réussi à être un joueur d'impact à très haut niveau aussi tard que lui dans sa carrière. Mais je pense que défensivement, il peut pas être, il peut plus être un plus pour une équipe. Donc s'il arrive à donner le change, c'est déjà très bien. La question de son statut et son rôle, elle est vraiment hyper intéressante parce qu'en fait, on en avait déjà parlé avant les vacances, on avait tous, comme tout le monde, Chris Paul compris, étaient surpris de le voir débarquer à... Chris Paul et le propriétaire des Warriors étaient tous les deux aussi surpris l'un que l'autre que ce trade soit mis en place, visiblement. Donc c'était quand même pas un trade qui coulait, enfin, qui tombait de sens. C'est pas tombé de sens du tout l'expression. Tomber sous le sens. Tomber sous le sens, merci bien. Par contre, la question de son statut, elle est vraiment intéressante. Moi, je pense que c'est la dernière chance pour Chris Paul de pouvoir aller jouer le titre avec d'espérer jouer le titre en tout cas avec une équipe qui sera vraiment compétitive. Je pense qu'il n'a pas d'autre choix que d'essayer de se plier à ce qui sera le mieux pour le collectif. Et je pense, je me fais pas forcément de doute sur le fait qu'il puisse le faire. Je pense que son QI basket peut lui permettre de s'adapter à plus de choses qu'on ne sait, ou j'allais dire qu'on ne pense, mais qu'on ne sait, parce qu'en fait, on l'a vu jouer quasiment que d'une seule manière, quasiment toute sa carrière, du moins en ayant la balle et en étant le créateur principal. Et là, aux Warriors, c'est pour ça qu'au début, quand on avait fait les premiers podcasts, moi, j'étais extrêmement surpris, c'est que je ne voyais pas coller avec le style de jeu des Warriors, mais je pense malgré tout, avec le temps de la réflexion, qu'il est suffisamment intelligent pour pouvoir s'adapter. Mais pour moi, en fait, le meilleur fit malgré tout pour les Warriors, c'est pas en étant un starter en tout cas. Ça veut pas dire qu'il sera pas parmi les joueurs les plus importants de l'équipe, mais j'ai du mal à l'imaginer en starter. Connaissant la manière dont les Warriors fonctionnent, je pense que là où il peut le plus aider, c'est en étant le leader de la deuxième unit. Deuxième unit qui était catastrophique l'an dernier. L'an dernier, le 5 majeur des Warriors était l'un des meilleurs de la ligue si on regardait les stats, sur les stats avancées. Donc je pense que voilà, moi c'est ce rôle-là c'est dans ce rôle-là que je l'imagine pouvoir avoir vraiment un impact et être bon, sachant que la santé sera toujours un facteur important. Et là, c'est aussi, je pense que c'est aussi là que la logique pousse vers ça, parce qu'en fait, je pense pas qu'il puisse être un joueur d'impact si on lui demande de jouer trop de minutes en fait. Et que là, c'est l'occasion d'être un joueur d'impact pour une équipe qui va être ambitieuse et sur des minutes réduites. Moi, je vais vous dire, je pense que les Warriors sont un très sérieux candidat au titre l'an prochain. Je sais que voilà, la tentation de Denver ou Phoenix est grande. Je pense que Golden State est l'équipe qui peut vraiment faire la surprise et être championne. Ça dépendra
évidemment, le plus gros facteur, j'ai l'impression, au-delà de l'intégration de Chris Paul, de quoi que ce soit, j'ai l'impression que c'est la santé. Si Stephen Curry, Klay Thompson et Chris Paul restent en bonne santé, et Draymond évidemment, je pense que Golden State peut très sérieusement être champion. J'ai l'impression qu'ils ont un banc plus fort, qu'ils ont fait des bonnes recrues. Et pour parler de Chris Paul, je pense qu'il sera 6e homme. Ça me semble évident. Je n'imagine absolument aucun rôle différent d'un rôle de remplaçant pour lui à Golden State. Mais comme tu l'as souligné, je pense que c'est exactement ce qu'il fallait. Jordan Poole en chef de file de la seconde unit, c'était catastrophique. C'est même pas pour lui tirer dessus. Moi, c'est un joueur que j'ai souvent défendu, que je trouve qui peut être intéressant individuellement, mais qui est incapable de mettre de l'impact. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent, en fait, les Warriors, pendant toute l'année, on a entendu non, mais Poole, c'est un 6e titulaire, il marche mieux avec les titulaires. Oui, il marche mieux quand il y a des mecs forts autour de lui et qu'il peut que se concentrer sur ce qu'il sait faire, mais il sait pas mettre de l'impact. Il ne sait pas mettre de l'impact autour de lui, Jordan Poole. En tout cas, il ne sait pas encore le faire. Il ne l'a pas montré jusqu'à présent. Donc oui, s'il joue avec Curry, Wiggins, Draymond Green, bah oui, là, tout de suite, il devient beaucoup plus intéressant. Chris Paul, lui, l'avantage, c'est qu'il peut sublimer des mecs. Il finira peut-être des matchs, des fois, avec Curry, selon les match-ups, mais je pense vraiment que le meilleur 5 des Warriors, c'est Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green et Kevin Looney. Il n'y a pas d'autres 5. Et il y a des fois, il peut y avoir Gary Payton, des fois, il y aura Chris Paul sur des match-ups, Kuminga, Dario Saric, pour X raisons, il y aura des trucs comme ça. Mais le vrai 5 fort des Warriors, et c'était encore un des meilleurs 5 l'an dernier de la saison, même si les Warriors sont sortis au second tour, mais leur 5 majeur était un des tout meilleurs 5 de la ligue. Je pense que Chris Paul, il va mener, comme tu l'as dit, cette seconde unité. Et je pense qu'il aura un niveau de jeu plus que décent. Alors, on va nous accuser d'être d'accord, mais je suis d'accord avec toi, Théo, sur le côté leader de la seconde unité, et je suis d'accord avec Shai sur le fait que je pense qu'on verra un grand Chris Paul. Et je pense en fait surtout qu'il sera ultra motivé. Vous l'avez dit, je pense que c'est sa dernière année pour gagner une bague. L'an prochain, il sera cuit, en fait. Je pense que là, il a le jus encore pour se régénérer et se donner une grosse saison. Il y a 2 ans, il fait une bonne saison. L'an dernier, il a été blessé, il a été gêné par pas mal de blessures, mais il y a 2 ans, Chris Paul, il est encore, on le considère encore même parmi les top 10 du MVP. Donc, je pense que là, il a une bonne saison dans les jambes, il bosse à fond. Et on l'a vu bosser avec Curry. Il est ultra intelligent. Je pense qu'il aura l'intelligence d'accepter son rôle, l'intelligence pour trouver des solutions pour aider cette équipe, l'intelligence même pour des fois apporter un regard extérieur. Il y a des leaders aux Warriors, mais au final, que ce soit les Kerr, les Curry, les Green, il n'y a pas un mec qui est venu les remettre en question depuis des années et des années. Là, Chris Paul, il va arriver, il va remettre des choses en question. Tu vois, il y a des trucs que lui il va voir et va dire non, mais ça, les gars, c'est pas possible. Et je pense très sincèrement que les Warriors ont une vraie chance d'être champions en 2024. Voilà. Non, mais c'est vraiment intéressant tout ça. Et je pense aussi que, tu vois, là, les Warriors auront le luxe de pouvoir avoir 48 minutes durant lesquelles ils auront soit Curry, soit Chris Paul, soit Draymond Green sur le terrain à tout moment. Parfois, certains seront ensemble. Et ça te permet, je pense, sur le terrain, sur le papier, ça te permet d'avoir la continuité qui leur manquait vraiment les années précédentes. Et même, moi, je pense qu'il sera parfois vraiment dans les 5 qui finissent les matchs en fonction des match-ups. Parce que tu vois, je pense qu'il y a un des aspects de son jeu qui a pas forcément été beaucoup exploité, mais j'ai hâte de voir l'impact de Chris Paul en tant que porteur d'écran en fait, dans le collectif des Warriors et dans le jeu en mouvement perpétuel. Et je pense qu'il peut vraiment vite poser des problèmes aux défenses par son intelligence de jeu, qu'il ait la balle ou que ce soit lui le porteur d'écran pour aller libérer des gens. Et finalement, même son passage à Houston, il avait montré qu'il pouvait être bon aussi loin du ballon en fait. Il était meilleur quand il avait la balle à Houston, quand il y avait de l'alternance entre lui et James Harden, mais les moments où c'était lui qui était loin du ballon, il était quand même bon aussi. Donc je pense, pour vous rejoindre tous les deux, là, qui sera, dans tous les cas, je pense que, c'est vrai qu'on va être d'accord encore, c'est pas possible, mais qui sera... On n'a pas été d'accord sur tout aujourd'hui. Non, c'est vrai, mais qui sera, je pense qu'il sera bon. Hein. Mais il y a juste le micro-risque que je vois, c'est... il a quand même une gigantesque bouche et il sait pas la fermer. Hein. Je veux dire, dans un groupe, il va donner son avis, il va commander. C'est un coach sur le terrain. Ça a très très longtemps été un gros avantage pour les franchises qu'il avait, mais ça peut aussi. Enfin, on sait qu'avec Draymond Green, c'est un peu compliqué. Draymond, il a pas dit ouais, c'est cool, on va bien s'entendre. Il a dit non, on va continuer de pas pouvoir se blairer, mais on va avancer ensemble. Je me méfie un peu de ce côté-là. Cette rétrogradation, entre guillemets, même s'il aura un rôle important, si toutefois il sort du banc, encore une fois, j'attends de voir en situation.
y a juste ce risque-là le mec se dit on me dit toujours que je suis un des meilleurs meneurs de tous les temps. Je pense que je suis encore assez fort. Je mérite plus de mise en lumière. Donc ça reste le truc. Alors il n'en est pas au point de Carmelo Anthony qui était pété de rire quand on lui avait dit et tu penses que tu vas sortir du banc et il était quoi sortir du banc? Impossible. Je pense que Chris Paul est conscient des limites liées à son âge, mais qu'il a aussi cette envie de montrer qu'il n'est pas du tout cramé et qu'il peut encore être très très fort. Donc je vais être dans le camp des optimistes sur la question Chris Paul. Voilà. Vas-y, Shai, il te restait une question? Il me reste une question. Si je regarde un peu, oui, j'en avais quelques-unes. Alors pareil, peut-être que je retourne un tout petit peu sur le mondial, mais c'est lié à la NBA. Avec ce qu'a montré Kat, avec la République dominicaine, avec ce que montre Anthony Edwards, avec les États-Unis, et avec le fait que l'équipe sera normalement au complet dès le début de la saison, qu'ils auront, je l'espère pour eux, pas de grosses blessures de Kat, que Rudy Gobert aille bien, que les autres tours. Est-ce que on sous-estime pas un peu ce que seront capables de faire les Wolves cette saison? C'est marrant parce que je l'avais noté cette question en fait. Ouais. Je l'avais noté aussi. Je pense effectivement qu'il y a matière à ce que les Wolves soient meilleurs que ce qu'on imaginait en saison régulière en tout cas. Que même nous, je pense que là, quand on en a rapidement discuté à la fin de la saison dernière et au début, on sait, Kat, c'est un peu notre blague récurrente. On n'est pas toujours sympa avec lui, avec ses déclats l'avant moelleux. Mais par contre, là, moi, je suis super content pour lui. Il a passé je pense que c'était une vraie bouffée d'air. Je sais pas si ça va l'aider à être un peu plus lucide en NBA, mais sur le niveau de jeu, voilà, quand tu le vois jouer là en FIBA, tu te dis, wow, le gars, c'est quand même un monstre offensif quand il veut. Donc voilà, je te laisse reprendre, Théo. Non, mais je pense qu'ils peuvent surprendre et être meilleurs que ce qu'on imaginait. Je pense aussi qu'ils peuvent se cracher complètement, en fait. C'est un peu paradoxal. Mais la montée en puissance d'Anthony Edwards, en fait, finalement, leurs playoffs, même s'ils ont été courts, je les ai trouvés vraiment encourageants, en fait. Parce qu'au bout du compte, alors il y a peut-être une partie un petit peu de provoque, mais les Nuggets n'ont pas hésité à dire que c'était les Wolves qui leur avaient posé le plus de problèmes de tout leur parcours en playoffs. Non, mais on est d'accord. Bruce Brown a dit qu'il était très sérieux. Bruce Brown a dit qu'il était très sérieux. Par contre, alors ça se voit, les stats de Jokic sont folles, mais moi j'ai trouvé que Rudy avait été un des joueurs, quand même le joueur qui lui avait posé le plus de problèmes défensivement durant ses playoffs. Et alors Karl Anthony Towns, voilà, c'est compliqué, parce que c'est le mec, il a tout le talent du monde, mais tu sais pas si... T'as l'impression qu'il n'y a pas la lumière à tous les étages, comme on dit, qui est quand même problème une espèce de distorsion entre sa perception de la réalité et la réalité qui est assez folle. L'équipe, moi j'aime plutôt bien l'équipe sur le papier, même si j'aime pas le fait qu'il y ait Gobert et Kat ensemble. Ouais. Le reste de l'équipe, je le trouve plutôt pas mal et intéressant. Je pense qu'ils peuvent être bons en saison régulière. Je leur prête pas particulièrement, par contre, de potentiel pour aller très loin en play-off, plus loin que ce qu'ils ont fait, mais moi je serais pas surpris de les voir vraiment réussir leur saison régulière. Moi non plus, paradoxalement. Déjà parce que je pense qu'ils vont vachement diviser les minutes de Kat et de Gobert et que du coup ça va les aider parce que leur association des deux, je suis pas sûr qu'elle fonctionne des masses, mais par contre forcément si tu staggers les minutes comme disent les Américains, tu peux en fait un peu comme faisaient les Cavaliers pendant un moment avec Allen et Mobley, puis avec Mitchell et Garland, ça avait donné une équipe qui du coup gagnait beaucoup en saison régulière, puis d'un coup quand elle devait faire jouer son 5 majeur tout le temps en playoff, on a bien vu que là d'un coup il y a plein de limites. Je me dis que les Timberwolves, ça peut faire quelque chose de similaire, sauf que Edwards a un vrai potentiel intéressant. Je serais pas surpris, moi, qu'ils accrochent les playoffs. Qu'il y ait de l'irrégularité, par contre, encore une fois, parce qu'il y a de parce que Kat est irrégulier, parce que Edwards peut avoir des pannes d'adresse. Du coup, Kat, il a pris pour toute l'équipe. Je n'ai pas retenté le mot, je me suis retourné vers Kat, mais voilà, donc il y aura du bon et du moins bon. Ça ressemble à une réponse très plate. Mais je pense qu'effectivement, dans l'ensemble, les Wolves vont pas se planter. Tu vois. Moi, je vois ce que tu veux dire par exploser. Je pense que ça explosera peut-être pas tout de suite. Qu'il y aura quand même une espèce de forme de continuité dans la fausse médiocrité. C'est pas vraiment de la médiocrité ou dans de la fausse qualité. Je sais pas comment tourner ça. Mais voilà. En gros, c'est une équipe qui peut viser la 6e place. Ça, je trouve, ça résume très bien ce statut entre ni médiocre ni bon, t'es 6e. Voilà. Mais si je disais ça, c'est pas. Enfin, si cette question je la pose, c'est parce que quand tu
Et même nous, hein, quand tu entends les observateurs sur les Wolves, que ce soit la saison dernière ou même là maintenant, on est à peu près tous d'accord pour dire que ça fonctionnerait sans doute pas de cette manière-là, enfin sous cette configuration-là, qu'il faudrait un moment trader un tel ou un tel. Nous, on disait plutôt 4, parce que peut-être par chauvinisme, j'en sais rien, mais les Américains seraient plus à trader Gobert, je pense. Et c'est surtout que là, quand tu demandes aux gens, je pense qu'ils les voient majoritairement pas dans le top 6, top 7, et qu'ils sont tous persuadés qu'il faut changer tout un tas de choses. Peut-être qu'ils gardaient juste Anthony Edwards. Et ouais, j'ai l'impression, là, avec ce que j'ai vu là, c'est peut-être juste. Bon, c'est du basket FIBA, c'est autre chose, c'est différent. Je me dis un peu, tiens, est-ce que je les ai pas un peu sous-estimés, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, cette fameuse 6e place d'une équipe qui se connaît bien, moi, je pense qu'il faut donner du crédit à l'expérience collective de joueurs qui se connaissent. On l'a vu avec Denver, hein, de joueurs et d'un coach qui se connaissent, parce que Finch commence à bien connaître les joueurs aussi. Donc je n'exclus pas de les mettre un peu plus haut que la moyenne des gens à la fin pour les pronostics de classement à l'Ouest. Voilà. Ouais, et puis c'est vrai que finalement en playoff ils étaient handicapés parce qu'ils n'avaient pas Jaden McDaniels qui s'est fracturé la main bêtement en tapant dans un panneau publicitaire et Nasrid, je me trompe pas, qui Nasrid était n'était blessé pas là, aussi ouais. pendant les playoffs, ils n'avaient pas leur effectif complet. Il y a Nickel Alexander Walker là qui est impressionnant de performance là avec le Canada, l'équipe ouais. du Canada. Il y a vraiment de quoi faire avec cette équipe quoi. Là où quand je parlais de crash Antoine en fait je me disais s'il commence la saison en étant, je sais pas, une victoire, 7 défaites pour X raisons, enfin 7 défaites, j'exagère peut-être, mais qu'un début de saison partir en couille. catastrophique, ouais, il peut vite y avoir un effet boule de neige qui fait que l'équipe va exploser, mais voilà. À votre avis, qu'est-ce qui partirait le premier, Chris Finch ou Kat? Le contrat de 4, il est quand même gigantesque. Hein. Ouais, je pense que, le coach, en fait, pour moi, c'est malgré tout, il n'y a pas qu'une une histoire de chauvinisme. Tu disais, Chat, quand on dit que nous, on imagine que c'est 4 plutôt que Gobert. Ouais. Parce qu'en fait, là, vu comme l'équipe ne fonctionne pas, les Wolves n'auront pas un retour énorme sur Rudy Gobert. En fait, si tu le traites, tu vas y perdre. Forcément, quand tu traites ce type de joueur, de toute façon, que ce soit lui ou 4, tu y perds. On est d'accord. Mais la seule chance d'avoir un énorme retour sur investissement, quelque part, c'est de trader 4. Parce que c'est lui qui a la plus grosse valeur marchande, tout simplement. Ouais. Et en même temps, je continue de penser qu'autour de l'effectif qu'il y a à Minnesota et d'un axe Anthony Edwards, Rudy Gobert, tu peux vraiment avoir une équipe qui va malgré tout être compétitive, en fait. Parce que ça fonctionne. Tu as un big man défenseur qui peut bouger, rouler, qui protège Finalement, regarde Utah, quand ils avaient Gobert et comment dire... je retrouve plus Donovan Mitchell. Ouais. Tu peux te dire finalement Anthony Edwards c'est pas plus faible que Donovan Mitchell c'est sur la perspective. Tu peux te dire Rudy il est déjà quand même il est plus fort que le jeune Rudy de l'époque du côté d'Utah, donc tu peux repartir sur ça facilement, et surtout si en plus tu as un vrai retour sur investissement, que ce soit des joueurs qui sont tout de suite utilisables, soit des pics que tu vas pouvoir transformer en joueurs utilisables tout de suite. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Allez, Jean, je finis par une dernière question pour boucler, puis après on va s'arrêter parce qu'on a fait très long dans ce podcast. Moi, c'était une question autour des Lakers pour le coup. Je me demandais, alors bien sûr, ils ont fini très fort la saison dernière, beau parcours en play-off, et ils finissent en se faisant sweeper 4-0 face aux Nuggets, mais la série était plus compétitive que le simple 4-0 ne veut bien le laisser entendre. Je trouve qu'ils ont réussi leur intersaison, je trouve qu'ils ont finalement magnifiquement réussi à pivoter après l'échec du cas Westbrook. Pour autant, je me demande si tous ces éléments-là nous poussent pas à surévaluer un petit peu la capacité des Lakers à être vraiment des contenders pour le titre cette année. Et donc, c'était la question que je voulais vous poser. Je vais encore avoir la même réponse, je pense, que tous les ans. Si Anthony Davis évite les blessures, je pense qu'il n'y a pas à se... Enfin, ils sont évidemment contenders à l'Ouest, tout simplement. Déjà, et encore plus cette année parce qu'ils ont bien recruté. J'étais très critique de Rob Pelinka quand sur la première phase de son recrutement et très, très élogieux après sur la manière dont il a rebondi. Et même s'il y a eu peut-être des circonstances favorables dans le tableau, ce recrutement-là leur a permis aussi d'aller presque jusqu'au bout. Je pense que là, avec le recrutement et l'hypothèse où Anthony Davis arriverait à jouer peut-être 70-75 matchs, où LeBron évite lui aussi les blessures. Il y a Austin Reeves dont on a parlé tout à l'heure. Je pense que
Après, j'ai été le premier à dire tout le temps, non, mais de toute façon, c'est sûr qu'Anthony Davis, il va rater, il va se blesser au petit doigt, à la cheville. C'est jamais des trucs très graves, mais il finit toujours par se blesser. Et le problème, c'est que l'impression la plus récente, c'est celle qu'il a laissée en playoff, où c'était peut-être le meilleur défenseur de tous les playoffs et un joueur fondamental. Et quand il est comme ça, j'ai envie d'oublier tout le mal que j'ai dit sur lui avant et de considérer que les Lakers sont indiscutables dans les prétendants à l'Ouest. Voilà. Donc je pense qu'ils ne sont pas là dans la configuration actuelle, dans un monde où Anthony Davis ne se blesse pas, ils ne sont pas surcotés. Moi, je vais pas être tout à fait d'accord du coup, tiens, pour une fois. Alors, non, pas surcoté, pardon. Au final, je suis d'accord qu'ils sont pas surcotés. Mais je pense que c'est un peu un faux candidat au titre. C'est une équipe qui va aller loin, qui va être dure à battre, mais c'est une équipe qui va pas gagner pour moi. Mais pour une raison simple, moi, j'accorde beaucoup d'importance à ce fameux joueur. Quelle est ta locomotive? Ce fameux truc de qui est l'individualité qui te fait briller. Et ça rejoint ce que tu dis, cela dit, parce que celui qui est peut-être le plus amené à l'être, je pense que tu gagnes pas. Je pense sincèrement que tu gagnes pas, sauf de très rares exceptions, très, 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 très rares. Je pense que tu ne gagnes pas si tu n'as pas un des 6 meilleurs joueurs de la ligue. Et c'est pas juste joueur sur le talent, c'est même, il faut avoir de l'impact. Par exemple, Jason Tatum, peut-être qu'en termes de talent, c'est un des 6 meilleurs joueurs, mais j'ai du mal. Chaque année, je dis que pour moi, les Celtics ne gagneront pas le titre parce que j'arrive pas à voir Tatum mener une équipe au titre. Tu vois, je me dis non, il manque à chaque fois un petit truc, c'est un peu abstrait. Et celui aux Lakers qui est peut-être le plus à même d'être proche de ce statut-là, c'est Anthony Davis. Je ne vais pas mettre LeBron. Les gens peuvent le prendre comme une insulte ou comme de la haine envers LeBron. Ça n'a rien à voir. Je pense que c'est juste qu'en fait, à un moment, LeBron, il a 39 piges. Et que, oui, il est toujours fort à 39 piges. Mais à un moment, tu mets LeBron à côté de Luka Doncic, je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point Luka, il le taffe, quoi. Et c'est même pas un manque de respect envers LeBron, tu vois. Mais c'est juste qu'il y a il y a des joueurs qui évoluent. Théo me regarde bizarrement. Non. Et encore, parce que LeBron, je trouve que le plus LeBron, il se mettra en retrait tout en étant LeBron, comme il l'a un peu fait pendant les playoffs, le plus les Lakers seront dangereux, parce que ça reste un mec absolument extraordinaire. Tu vois, ça reste un mec qui peut faire basculer des matchs, des séries, etc. Mais je pense quand même qu'il faut une locomotive sur l'ensemble des playoffs. Et je ne suis pas sûr qu'Anthony Davis il soit capable de l'être, en fait. Mais même, peut-être s'il l'est en termes de niveau, je suis pas sûr que derrière il est tout. Je suis pas sûr qu'il y ait tout, qu'il y ait le package complet. Alors on pourrait se dire ouais, mais Anthony Davis plus LeBron plus Austin Reeves plus l'effectif qui est de qualité, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup et tu te dis ouais, tu peux compenser le fait que t'aies pas Jokic, que t'aies pas Curry, que t'aies pas Booker. Mais je sens que d'une manière ou d'une autre, en fait, il y a une équipe qui arrivera à battre ces Lakers. Sur une série de 4 manches, j'arrive pas à me dire que les Lakers, tu les mets face à n'importe quel truc et ils vont gagner série après série. J'ai le sentiment qu'il y en a une qui arrivera à passer je ne peux pas te dire encore laquelle, même si j'ai ma petite idée sur mon candidat au titre, mais voilà, je n'arrive pas à les voir gagner. Ouais, moi, c'est un petit peu ça, parce qu'en fait, je trouve que finalement, si tu retires LeBron et Anthony Davis et que tu regardes le reste du roster, le roster est pas fou, en fait. C'est-à-dire que en termes de talent, c'est hyper complémentaire avec LeBron et Anthony Davis, mais ça regorge quand même pas de talent, même si j'adore Austin Reeves, même s'il y a Gabe Vincent qui arrive dans l'effectif et que les joueurs qui sont là ont montré leur valeur, mais je trouve que ça manque de talent. Et le problème, en fait, je te rejoins là, Antoine, sur cette histoire de locomotive, c'est que j'ai l'impression que à ce stade de sa carrière, LeBron, en fait, aurait besoin que quelqu'un d'autre soit la locomotive pour qu'il puisse concentrer l'essentiel de ses super pouvoirs, entre guillemets, sur des moments brefs, en gros. Une série de playoffs, et même sur une série de playoffs, les moments importants d'une série de playoffs. Et le problème, en fait, c'est qu'Anthony Davis, pour ses problèmes de santé, mais malgré tout aussi, je trouve, parfois dans le jeu, par un manque de charisme dans le jeu. Alors, pas défensif, je suis d'accord sur ce que tu disais, Shai, c'était le meilleur défenseur des playoffs l'an dernier. J'ai l'impression que lui aussi, en fait, il a besoin d'une locomotive. Et en fait, c'est le gros problème. Si tu me donnais le même effectif, en fait, mais que tu me disais, non, c'est pas le LeBron de 39 ans, c'est le LeBron de 33 ans ou de 34 ans, et que c'était le Anthony Davis des Pélicans, je te dis oui, pas de problème. De toute façon, il n'y a pas de souci. LeBron, il va jouer 79 matchs à coup sûr. En playoff, il va être à un niveau incroyable. Bien sûr que c'est les prétendants au titre. Là, je trouve que ils se sont bien battus. Ils ont montré des choses. Vraiment, moi, ils m'ont surpris en fait sur leur fin de saison dernière. Ouais. Même par la qualité du jeu qui était proposé. Bravo à Darvin Ham pour avoir trouvé la bonne carburation au bon moment.
Mais j'ai l'impression que finalement, les noms qu'il y a sur le papier sont un peu trop... nous poussent à voir... en tout cas, me pousseraient à voir les choses d'une manière un peu biaisée. Et je suis pas sûr que cette équipe, finalement... pourra aller aussi loin qu'elle l'espère. Et là, je veux dire, je parle pas du titre, mais même, je serais très, très surpris de les voir refaire une finale de conférence. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je suis le plus optimiste de la rédac, et même en général de mon entourage élargi, alors que je suis connu comme pas un hater, mais un sceptique des Lakers, puisqu'ils ont claqué toutes mes équipes en finale durant ma jeunesse. Mais je suis étonné d'être le plus optimiste. Je les sens plutôt pas mal cette année, finalement. Donc on verra. Hein. Bah oui, on verra. Nous, en tout cas, on vous invite. N'hésitez pas à nous donner vos avis là en commentaire, nous dire ce que vous pensez, vous, des questions qu'on se pose. Si vous avez d'autres types de réponses ou pas. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast long format, tous les matins pour le CQFR. Mardi soir, 23h, vous en avez l'habitude maintenant, en live sur Twitch, la Late Session, avec Shai Mamou, Antoine Pimel, Benjamin Moubèche, et peut-être des invités surprises du type Fantomas ou Manu Ginobili. Vous verrez par vous-même. Il faut vous connecter en live pour savoir. On souhaite en tout cas une bonne semaine. Il y aura plein de matchs passionnants à suivre pour la Coupe du Monde. Là, comme disait Antoine ce matin, là, c'est vraiment, on rentre dans le dur, dans les matchs en jeu. Donc nous, en tout cas, on va pas bouder notre plaisir et on vous dit à très vite. Ciao. 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 The game is out there, and it's either play or get played.